une tribune code T143 pour... J'ai le plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux numéros où nous allons parler de la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ça reste dominé par cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda via le M23 et nous avons donc jugé bon de mettre à valeur l'une des têtes réfléchies de la République démocratique du Congo. Je l'annonce, il s'agit de M. Marcelin Bilomba, ancien conseiller principal du chef de l'État et également ancien mandataire en République démocratique du Congo, à qui j'ai réel plaisir de recevoir sur ce plateau. Marcelin Bilomba, bienvenue dans la tribune D143. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Divin te soit. Je pense vous avoir bien présenté. S'il y a d'autres casquettes que vous voulez faire sauter en public, vous avez le temps pour le faire. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va parler. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, nous allons rester toujours dans l'actualité. Plus d'un Congolais touché de manière directe et indirecte par ces affres de guerre dans la partie de la République démocratique du Congo. Une guerre qui présente plusieurs enjeux et également les enjeux économiques surtout. On a l'impression depuis un moment, Marcelin, quand on aborde la question de guerre dans l'est du pays, on a tendance à écarter la question économique. On s'attelle beaucoup plus sur l'aspect militaire et l'aspect diplomatique, mais il y a également l'aspect économique. C'est surtout l'aspect économique. Surtout. Oui. Le problème est que la RD Congo n'a jamais eu son indépendance économique. Depuis la nuit des temps, l'époque de l'État indépendant du Congo, les Congo belges, après l'indépendance, la période de Mobutu, 97, l'arrivée de l'AFDEL, le Congo a toujours été pillé systématiquement. Et donc, à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, cherchant à stopper cet élan, c'est ça en fait qui a déclenché ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant. Je dis bien, le Congo n'a jamais eu son indépendance économique. Et c'est ça le vrai enjeu. Et c'est ça qui doit nous interpeller. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Depuis 1990 jusqu'à nos jours, vous pensez que tous les présidents qui ont défilé n'ont pas su imposer de remèdes assez fortes pour trouver la solution à cette question? En deux mots, à l'époque de l'État indépendant du Congo, c'était la doctrine du mercantilisme, c'est-à-dire chercher de l'or, des richesses, piller le Congo. Et comme c'était une propriété, le roi Léopold a fait cadeau à la Belgique. Le Congo belge, lui à son tour, c'est le pacte colonial. Il était question d'épuiser les matières premières du Congo, envoyer à la métropole pour faire tourner les usines et nous renvoyer les produits manufacturés pour consommer. À l'époque de Mobutu, on a ouvert encore le champ parce que lui, il ne regardait que son pouvoir politique, mais il ne regardait pas l'économie. Et là, on était pillés. Les carrés miniers, c'est entre les mains toujours des étrangers. 97, l'AFDEL. Pire encore. C'est pourquoi, à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Il faut parler des pillage sans pour autant citer qui était derrière ces vols systématiques. C'est le néocolonialisme occidental, avec leurs, je dirais, représentants. C'est le Rwanda avec l'Ouganda. L'Ouganda qui joue un peu les jeux de cache-cache. Mais le Rwanda ne joue pas au cache-cache, il est montré assez clairement. Et le Rwanda, ce qu'il fait chez nous, c'est quoi? C'est-à-dire qu'imposer un désordre dans la partie orientale de la RD Congo, dans ces désordres, il puise les matières premières
il monte des groupes rebelles, n'est-ce pas, pour justement semer la désolation dans la partie orientale. À ce moment-là, on exploite illégalement les matières premières, on les amène au Rwanda dans des usines de traitement pour par la suite exporter vers l'Occident. Parlons de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est une situation qu'il a trouvée. Il a trouvé. Alors, il a commencé à faire quelque chose que les gens n'avaient pas bien compris. Qu'est-ce qu'il a fait justement? Et je le dis aussi à l'époque, j'ai été insulté dans tous les sens. Qu'est-ce qu'a fait le président Félix? Le Rwanda est un voisin. Plutôt que d'exploiter illégalement nos ressources, mais derrière le Rwanda, c'est des multinationales basées en Occident. Le président Félix a dit non, écoutez, dans ces cas, je m'arrange avec le voisin, puisque le voisin aimerait exploiter nos ressources, mais qu'il le fasse d'une manière régulière. C'est-à-dire, les matières premières, il faut que les gens comprennent. Les matières premières, c'est souvent les opérateurs économiques qui exploitent les puits miniers. Quand ils exploitent, ils payent des redevances, des taxes à l'État pour exporter légalement ces matières premières vers le Rwanda ou n'importe où, dans la mesure où ils s'acquittent régulièrement de ce que l'État doit encaisser. Alors le président Félix a négocié avec le voisin pour que, au lieu d'entretenir des rebelles, des groupes rebelles, autant commercer d'une manière régulière, c'est-à-dire tous ceux qui vont exploiter, ils peuvent payer des taxes à l'État d'une manière régulière, amener tout simplement leurs matières premières à des usines de traitement au Rwanda. À ce moment-là, on aura, je dirais, contrôlé la traçabilité d'où proviennent ces matières premières, estampiller les puits qu'on a exploités. À ce moment-là, on peut garantir la traçabilité jusqu'au destinataire final, si c'est l'Occident. C'était ça le sens de la démarche du président. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette démarche a payé? Non, cette démarche était une démarche volontariste. C'était pour lutter contre les contrebandes, l'exploitation illicite. Malheureusement, le voisin Paul Kagame, dans sa gloutonnerie, dans sa boulimie, puisqu'il avait déjà pris l'habitude depuis 1997, 1997, à puiser. Alors, il trouvait que commercer légalement, il ne trouverait pas son compte, ou du moins, il gagnerait moins. Il gagnerait plus s'il continue à exploiter, à semer la désolation dans la partie est du Congo. Et c'est ça, en fait, les vraies raisons de cette guerre. Donc c'est parce que l'offre que vous avez proposée n'était pas assez consistante par rapport à la soif du Rwanda. Nous sommes un pays souverain. Et je vous ai dit que nous n'avons jamais eu l'indépendance économique. Et nous devrions justement imposer cela, faire valoir notre souveraineté sur le plan politique et imposer une, je dirais, indépendance économique pour que nous puissions fixer les règles. On ne peut pas nous imposer les règles sur les matières qui nous appartiennent à nous. Et il y a justement des propositions concrètes, mais pour l'instant c'est la guerre. Mais une fois que nous boutons l'ennemi dehors, il faudrait des solutions alternatives ou palliatives pour que plus jamais nous ne puissions vivre la situation que nous vivons actuellement dans la partie orientale de la RD Congo. N'est-ce pas parce qu'on a ciblé la mauvaise cible maintenant pour cette technologie? Vous avez dit ici que le Rwanda, derrière le Rwanda, il y a les puissances internationales. Est-ce pourquoi n'avoir pas visé directement la communauté internationale, tous ces multinationaux qui sont derrière le Rwanda, parce que les matières premières que le Rwanda exporte, ce n'est pas pour lui, c'est pour les bureaux qui sont derrière lui.
Ben justement, ça s'est fait déjà. Donc il faut se battre sur tous les plans. Sur le plan de la diplomatie à l'international, vous le savez très bien, pas plus tard qu'il y a 24 heures, l'Union européenne vient de condamner fermement le Rwanda par la suspension de l'accord sur le minerai. C'est un coup, au moins c'est une victoire pour la RD Congo. Ne chantez pas la victoire. Et deux, non, c'est le travail de SAP mené par le président Félix Antoine Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Il fallait stigmatiser ce que fait le Rwanda sur le plan de la sous-région. Il fallait le stigmatiser, le pointer. Et c'est le cas. L'étape des sanctions arrive après la première étape qui était informer d'abord l'opinion. Maintenant, nous passons à l'étape des sanctions, n'est-ce pas? Il y a cet accord qui est suspendu et l'aide militaire que recevait le Rwanda de la part de la communauté européenne, est également suspendu. Ça prouve que sur le plan de la diplomatie à l'international, nous avons déjà gagné une bataille. Est-ce suffisant pour contraindre Kagame à faire marche en arrière? Ça ne suffit pas. Kagame nous a attaqués. Quand on vous attaque, il faut résister, il faut se battre et reconquérir nos territoires. On ne peut pas reconquérir nos territoires par la prière ou par des dialogues. Quelqu'un qui entre chez vous pour semer la désolation, il faut se battre, les bouter dehors. Nous avons une armée, je ne suis pas spécialiste en stratégie militaire, mais l'armée de la RD Congo, FARDC, nos vaillants combattants, les Wazalendo, doivent se battre. C'est vrai, à l'interne, nous avons des traîtres, nous avons des collabos. Ça appartient à l'armée, au service des renseignements. Ce n'est pas l'occasion, en tout cas, de pouvoir déballer le tout, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste là-dedans. Effectivement. Est-ce que 6 ans après, on devait avoir ces discours, 6 ans après la gestion de la République, on vient avec un discours... 30 ans après. On peut toujours dire que non, il y a toujours des traîtres. 30 ans. Pendant 6 ans, on pouvait facilement balayer. Pendant 30 ans, si pas plus, d'infiltration, c'est clair que c'était difficile de dénicher. Mais est-il qu'il fallait commencer quelque part? Et le président Félix Tshisekedi a commencé. Il y a toujours un début à chaque chose. Il faut démanteler, déraciner, les infiltrer, les collabos pour rendre saine notre armée. À ce moment-là, nous allons bouter l'ennemi dehors. C'est quand on a bouté l'ennemi dehors qu'il faut maintenant instaurer, je dirais, une nouvelle dynamique, un autre modèle économique qu'il faut implémenter pour ne pas revenir à ce qu'on faisait dans le passé, dans le sens que la RD Congo a hérité des colons belges un modèle économique qui a montré ses limites. Et nous sommes Congolais, nous sommes économistes, à nous de réfléchir par rapport à notre environnement, qu'est-ce qu'il faut implémenter comme nouveau modèle économique pour qu'une fois qu'on a nettoyé les Rwandais qui sèment la désolation, instaurer notre modèle qui feront un modèle qui fera qu'on peut développer la RD Congo. C'est ça qui est intéressant. Parce que si on ne le fait pas, en les nettoyant, ils vont revenir. Pourquoi ils vont revenir? Le Rwanda est un petit pays qui ne vit que de l'aide de l'étranger, avec un budget d'environ 5 milliards, supporté à 60% par l'étranger, par les aides, des legs et des donations. Évidemment, si on coupe l'aide étrangère, 60% sur les 5 milliards,
Donc, ils ne resteront plus qu'à 2 milliards. Et donc, à ce moment-là, ils vont revenir encore si nous ne faisons rien dans la partie orientale. Et ce serait toujours le même cycle qui va revenir. Hier, c'était CNDP. Aujourd'hui, c'est M23. Demain, c'est M24. Après-demain, ce serait M25. Non, il faut justement stopper par l'implémentation d'un nouveau modèle économique qui pourrait donner de l'espoir à nos concitoyens qui vivent dans la partie orientale de la RD Congo. Bien sûr, là, ça sera après la pub, parce que nous avons touché déjà l'aspect militaire. Aujourd'hui, vous pensez que la solution viendra d'où? La solution viendra de la diplomatie ou la solution viendra sur le plan militaire? La solution viendra d'abord sur le plan militaire. D'abord sur le plan militaire, Parce alors que que l'Union africaine et tous ces instances sous-régionaux vous renvoient à la table de dialogue. Non, écoutez, on nous a agressés. Pendant qu'on est en train de tuer les gens, vous nous demandez d'aller dialoguer? Donc quelqu'un entre dans votre famille, dans votre foyer, il vous tue et vous dites oui, je suis prêt à dialoguer avec vous. Non. Mais je pense que vous avez suivi Non. les résolutions du sommet SADC et EAC. Laissons les organisations sous-régionales de faire leur travail. La RD Congo a une armée. Le Rwanda a foulé les pieds dans les territoires nationaux congolais. Ce que nous devrions faire, c'est bouter l'ennemi dehors par tous les moyens possibles. S'il faut tout concentrer dans la partie orientale, c'est ce qu'il faut, mais il faut bouter l'ennemi dehors. On a toutes les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour sécuriser le sud Kivu, c'est-à-dire que la province de Tanganyika, comme base arrière. Nous avons de bonnes ententes avec les pays voisins, le Burundi, également avec Tanzanie, si on traverse le lac Tanganyika, à Dodoma. On a tous les moyens pour mettre les stratégies qu'il faut pour encercler l'ennemi, les mettre dehors et puis instaurer, j'insiste bien, un nouveau modèle économique qui permettrait qu'il y ait une paix durable. C'est ça le plus important. On va en arriver là, mais en attendant, l'ennemi est déjà sur le sol congolais. Vous ne pensez pas qu'il faut prêter quand même oreille et attendre paix? Qu'est-ce que l'ennemi veut au juste? Si ce sont des revendications mineures, on peut facilement trouver des solutions et avoir une paix sans que les coups de balle retentissent. L'ennemi, c'est le Rwanda. Et derrière le Rwanda, les grands ennemis, c'était l'Occident. Au moins, ils ont compris, avec tout ce que nous avons mené sur le plan diplomatique, l'Occident a compris qu'on les a pointés. Vous êtes des receleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retirent. Ils suspendent l'accord minier. Ok? Maintenant, nous restons avec les représentants de l'Occident, qui était Kagame. Il est pris au piège. Ceux qui nous combattent. Il y a des Congolais également qui sont avec eux. Les Congolais qui sont avec Kagame sont justement, entre guillemets, des prêtres, des gens qui font la guerre par procuration. C'est des proxys. Nous n'allons pas négocier avec des proxys. Autant négocier avec ceux qui nous combattent. Et ceux qui nous combattent, je l'ai très bien dit, c'est l'Occident et le Rwanda. L'Occident a compris. Il recule. Maintenant, c'est le voisin. C'est le voisin qu'il faut affronter. Les voisins, pour l'affronter, d'abord, on se bat. Quand on sera en position de force, après avoir bouté l'ennemi dehors, nous allons négocier avec l'ennemi qui est le Rwanda. Mais nous n'allons pas négocier avec les M23. Les M23 sont nos frères congolais. Est-ce que pour revendiquer quelque chose, il faut tuer ses concitoyens? Je ne crois pas. Quand on revendique, il y a des moyens de revendiquer. Soit vous êtes de la société civile, soit vous êtes
dans des formations politiques, des partis politiques, et vous donnez votre voix. Mais ils viennent s'aimer la désolation. Nous ne pouvons pas accepter parce qu'ils ne sont que, entre guillemets, des marionnettes téléguidées par les rois. On ne va pas négocier avec des marionnettes parce que les marionnettes, on les change. Si Kagame veut aujourd'hui stopper la guerre, il n'a qu'à retirer l'armée. M23, ils chercheront où se réfugier. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première incursion du M23. Est-ce la réapparition du M23, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mesure de proposer une bonne recette, parce qu'on a subi une incursion auparavant du M23, après ils se sont retirés. D'ailleurs, on a chanté à une victoire ici à Kinshasa, et c'est à l'avènement du pouvoir de Félix Tshisekedi qu'on voit les M23 ressurgir. Est-ce que ce n'est pas parce que vous proposez une mauvaise recette? Non, mais du vin, vous le dites vous-même. Je le disais hier, c'était CNDP. Ils sont revenus M23. Mais c'est Kagame qui décide. Qu'hier, je soutenais CNDP. Mais cette fois-ci, je change les casquettes. J'appelle ça M23. Pourquoi? C'est parce qu'il veut s'aimer la désolation pour continuer à exploiter les minéraux. Je le répète encore. Mais quand on va les repousser en dehors de nos frontières, n'est-ce pas? Et surtout que l'aide vers le Rwanda est coupée. Et si nous les mettons dehors, Kagame n'a pas d'autre choix que de se retirer. Mais si nous ne proposons pas un vrai modèle de stabilité, Kagame va revenir sous M24, sous M25, tout simplement. Donc, on n'a pas à négocier, entre guillemets, avec des gens qui ne représentent rien. Ils ne représentent rien. En fait, c'est l'armée rwandaise, tout simplement, qui nous combat. Parce que, à l'intérieur de notre armée, nous avons des collabos. À l'intérieur de la politique, la sphère politique congolaise, il y a des collabos. Dans les renseignements militaires, des collabos. Dans les renseignements civils, des collabos. Dans la population, à cause de la pauvreté. Est-ce que vous les connaissez? À cause de la pauvreté. La pauvreté est une mauvaise chose. Quand il y a la pauvreté dans des zones minières, qu'est-ce qui se passe? Kagame va créer des rebelles, des groupes rebelles, va recruter les gens qui vivent dans la pauvreté, moyennant un salaire irrégulier. Ces gens-là, Congolais, ils vont travailler pour le compte de Kagame dans l'exploitation illégale des minéraux pour les envoyer vers le Rwanda. C'est pourquoi j'ai dit le plus important, c'est implémenter un nouveau modèle économique qui va lutter contre la pauvreté, qui va assurer une certaine sécurité sur le plan alimentaire, financier, à tous ceux-là qui sont dans les différentes zones d'extraction minière. C'est ça le plus important. Donc vous avez dit ici, s'il faut dialoguer, il faut dialoguer avec le Rwanda. Le Rwanda, à condition. Le M23, qui sont que des patins utilisés par Kagame. Maintenant, quelles seraient les lignes rouges à ne pas franchir s'il faut négocier avec Kagame? Parce qu'il y a eu des négociations et des accords accouchés. Aujourd'hui, s'il faut négocier avec Kagame, quelles seraient les lignes rouges? La première des choses, pour négocier avec Kagame, qu'il retire l'armée rwandaise du sol congolais. Le préalable pour que la RDC se mette sur la table. C'est le préalable. Okay. Nous ne sommes plus au siècle passé de barbarie où on entre comme des Rambo dans un territoire d'autrui en violant tous les textes qui réglementent le bon voisinage, la charte de l'ONU. On vient comme Rambo pour s'aimer la désolation. Que le Rwanda retire ses troupes. C'est révolu. Que Rwanda retire ses troupes. À ce moment-là, nous allons négocier pour savoir pourquoi vous faites ça. Et le M23, le CNDP,
et tous ceux-là qui se cachent, ils seront derrière Kagame. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins, notre interlocuteur, ce serait la RDC, représentée par son chef d'État, face à Paul Kagame. En tout cas, ou ça, ou rien. Sinon, il faut se battre. Quand on entre chez vous pour semer la désolation, tuer des enfants, des femmes et tout ça, il faut résister. Je sais qu'il y aura des grabiges, autant qu'il y ait des grabiges, mais qu'on boute l'ennemi dehors, qu'on instaure un nouveau modèle qui ferait que plus jamais nous allons revivre la situation telle que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'indépendance économique que nous devrions imposer. Mais on vous reproche également le non-respect des accords. Vous avez trouvé des accords sur la table. Mais où sont passés ces accords? Apparemment, l'M23 réclame également des accords qu'ils ont signés avec le pouvoir. C'est ça, je vous dis, Divin. Nous n'avons pas à reconnaître les accords des pantins. Nous sommes un pays souverain. Mais des accords signés par un chef d'État congolais. Excusez-moi, mais je vous dis que l'État congolais ne peut pas se plier face à soi-disant des accords des Congolais qui en réalité sont des marionnettes manipulées par le Rwanda pour imposer leur volonté à un pays souverain. Vous parlez des Kabila? Qui avait signé ces accords? Mais je vous ai dit que le Congo, avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, était un pays sans maître sur le plan économique, pillé depuis la nuit des temps jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL en 1997. C'est simplement à l'arrivée du président Félix en 2019, le 24 janvier 2019, c'est là où on s'est dit non, nous ne pouvons pas continuer à exposer la partie orientale de notre pays à une exploitation illicite de nos minéraux. Il faut stopper cet élan. C'est ça, en fait, la cause de la guerre que nous vivons aujourd'hui. Alors, vous allez me dire qu'il fallait laisser les accords M23 tels que signés par le régime passé, qui exposent nos richesses à des pays étrangers, et ces pays étrangers servent les intérêts des Occidentaux. Non, à un certain moment, il faut savoir dire non, changer les choses pour que les Congos puissent faire bénéficier ces richesses à sa population qui en a droit. On dit que notre pays est riche en ressources naturelles, mais cette richesse ne se reflète pas dans la vie courante. Les gens vivent dans la pauvreté. Est-ce qu'il ne fallait pas renégocier? Avec qui? Renégocier ces accords? Avec qui? Renégocier avec qui? Le problème, il est là. Avec le M23, parce que c'est les M23 qui ont signé ces accords. Mais non, c'est des pantins. S'il y a à négocier, je vous dis, il faut négocier avec l'Occident. Et ça a été fait. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des séries de sanctions qui tombent sur le Rwanda. Ils ont compris qu'il faut lâcher le Rwanda. Deuxièmement, avec le voisin. Il est voisin, il va demeurer voisin. Et donc, nous sommes obligés de négocier avec le voisin. Mais la seule condition, qu'il retire d'abord ses troupes. S'il ne retire pas ses troupes, divin, je peux vous dire, nous sommes quand même un grand pays. Certes, notre armée était minée parce qu'elle est remplie de collabos, beaucoup de collabos. Mais le Rwanda n'arrivera pas à récupérer le Congo entier. Voilà. C'est impossible. Et donc, qu'on le veuille ou pas, il y aura des grabiges, mais les Rwandais seront laminés. Vous avez également travaillé comme conseiller principal du chef de l'État sur les questions économiques et financières. Aujourd'hui, est-ce
pourquoi, c'est d'ailleurs la question que plus des Congolais se posent, pourquoi ceux qui achètent le minerai auprès du Rwanda ne passent pas directement chez nous? Ils ont toujours tendance à passer par le Rwanda. Est-ce que c'est par manque de vision ou c'est par manque d'une bonne politique pour attirer ces acheteurs? Bon, voilà. Là, je vais vous répondre d'une manière un peu pédagogique. Allez-y. Je ne veux pas revenir sur ça, pourquoi ils passaient par le Rwanda. Ben, parce qu'ils trouvaient l'intérêt. Les Rwandais pillaient. Si vous pillez, vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous pillez. Donc vous pouvez aussi revendre ça à vil prix. Ok. Et donc, ça faisait l'affaire pour le Rwanda parce qu'ils le pillaient. Et ça faisait l'affaire pour les multinationales parce qu'ils achetaient ça à vil prix. Mais le plus important, c'est quoi? La partie orientale, partant des Nord Kivu avec ses 5 territoires, le Sud Kivu, nous allons parler des Maniema parce que c'était à l'époque les Grands Kivu, effectivement, n'est-ce pas? Et vous redescendez un peu vers Tanganyika. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? Il nous faudrait utiliser par exemple un fonds souverain comme FOMIN, le fonds minier pour les générations futures, lui donner une nouvelle orientation. Le FOMIN génère beaucoup de revenus. On peut orienter ces revenus pour stabiliser l'Est du pays. De quelle manière? Mais il y a déjà la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Non, nous sommes un pays souverain, nous sommes en quête d'une indépendance économique. Donc c'est un problème d'abord congolais. Notre fonds souverain, on peut utiliser FOMIN. FOMIN, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des préalables. Il nous faut d'abord de l'énergie dans toutes les zones d'exploitation minière. Il faut de l'énergie. On a plusieurs sources d'énergie qu'on peut exploiter. Mais il nous faut de l'énergie. Une fois qu'on a de l'énergie, le FOMIN peut, je dirais, faire des affaires au nom de l'État. C'est un des moyens par lequel l'État congolais peut faire des affaires. En ouvrant des comptoirs pour permettre à tous les opérateurs économiques qui sont dans des zones d'extraction, au lieu d'aller vendre leurs minéraux au Rwanda, ils les vendront dans le sol congolais, dans les comptoirs ouverts par FOMIN. Et à ce moment-là, le FOMIN, qui a un matelas financier important, va racheter le minerai qui sortent des zones de conflit aujourd'hui. Une fois qu'on a bouté les Rwandais en dehors, on a des comptoirs partout. On donnerait des mesures, on va instaurer des mesures incitatives. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a ces minéraux, un opérateur économique, il n'aura pas besoin d'aller le vendre au Rwanda parce qu'il peut mieux gagner en le vendant sur le sol congolais et à des taux intéressants. Il n'y aura pas de transport à payer pour aller jusqu'au Rwanda, n'est-ce pas? À ce moment-là, on aura assuré des revenus stables, sûrs et réguliers à tous les exploitants en soutenant les coopératives, les paysans, des gens qui travaillent. Venez avec le minerai, on peut même vous préfinancer et vous nous ramenez le minerai. On aura réussi 2 choses. 1, à lutter contre la pauvreté. Ce sont ces jeunes gens que les Rwandais recrutent et on les met dans les rangs de M23. N'est-ce pas ce qui fait c'est la pauvreté actuellement? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il FOMIN existe depuis. Non, FOMIN existe, mais FOMIN n'a pas la mission de ce que je suis en train de vous dire maintenant. La réflexion est de réorienter la mission de la FOMIN. N'est-ce pas? C'est pour sécuriser la partie orientale. On aura lutté contre la pauvreté. 2,
on aura la traçabilité et lutter contre l'exploitation illégale des minéraux. Donc d'une pierre, deux coups. N'est-ce pas? À ce moment-là, bien sûr, il faut de l'énergie. Et s'il y a de l'énergie, les opérateurs économiques vont ouvrir des usines de traitement des minéraux sur le sol congolais. On sort les minéraux à 500 mètres, il y a des usines de traitement, on aura à transformer ces traitements, donc donner de la valeur ajoutée à la matière première, c'est créer de la richesse localement, on crée des emplois, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, les minéraux travaillés dans l'usine de traitement chez nous seront prêts à être exportés d'une manière régulière en respectant la traçabilité. Ça, c'est un. Ça, c'est l'effort au niveau interne. Maintenant, l'effort au niveau externe dans la sous-région. Nous sommes membres de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, n'est-ce pas? Mais dans cette structure CIRGL, les Congo est victime. Le Congo, notre pays, la RDC, est victime. En principe, nous avons exigé que les minéraux qui sortent de la RDC soient estampillés du lieu d'extraction des minéraux. Nous l'avons signifié à la CIRGL, de sorte que tout minerai qui sortirait de chez nous, depuis le puits, doit comporter un cachet. Malheureusement, la CIRGL bouche les oreilles, ferme les yeux. Nos minéraux traversent la frontière jusqu'au Rwanda et en Ouganda. Et c'est dans les usines de traitement qu'on met des cachets depuis là-bas, au vu et au su de tout le monde. Et les Occidentaux rachetaient ces minéraux de sang. Et heureusement qu'ils viennent de renoncer à cela. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas nous battre contre tous les pays de la CIRGL, mais on va faire un contrepoids au sein de la CIRGL. L'idée, c'est de développer, je dirais, une structure au sein de la CIRGL, mais qui serait une structure indépendante, que moi je qualifie Forum international de Tanganyika. Forum international de Tanganyika regroupe la RDC. Est-ce que ça ne sera pas du tout parce qu'on a déjà plusieurs structures sous-régionales? Non, c'est une structure qui ne sera pas budgétivore, mais qui va travailler pour les intérêts des pays membres de ces forums. On a la RD Congo, on a le Burundi, pays voisin, on a la Tanzanie, qui est au bord des lacs Tanganyika, de l'autre côté, en face de Kalemi, vous avez Dodoma, et vous avez la Zambie. C'est les pays avec lesquels nous avons une bonne entente. Il y a le Rwanda également. Non, pas le Rwanda, parce que le Rwanda est avec l'Ouganda. C'est eux qui manipulent la CIRGL. C'est pourquoi j'ai dit, faisons quelque chose, de sorte que nous avons les minéraux dans la partie est du Congo. Mais nous pouvons développer des projets au sein du Forum international de Tanganyika avec d'autres voisins avec lesquels il n'y a pas de velléité belliqueuse. On peut développer des projets qui profiteraient à tous les membres de ce Forum international de Tanganyika. Je vous donne un exemple. Tout en excluant le Rwanda. Mais bien sûr, on ne veut pas du Rwanda. On n'a pas besoin du Rwanda. Est-ce que ça ne risque pas de créer une frustration? C'est un voisin encombrant. Mais puisque nous ne pouvons pas aller au-delà des frontières fixées, nous les laissons là, mais en lui montrant que nous n'avons pas besoin de vous. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas se gêner de créer, puisque nous avons une certaine proximité dans nos relations de très bonnes relations, de bon voisinage avec les pays que je viens de citer. Donc, rien ne nous interdit, nous sommes 4 pays souverains, nous pouvons créer ce forum et développer des projets qui peuvent justement bénéficier à tous ces pays-là, notamment sur l'énergie. Vous savez que sur les lacs Kivu, nous avons les gaz. Avec les gaz, nous pouvons
développer des centrales thermiques, n'est-ce pas? Transformer les gaz en électricité, gaz to power, n'est-ce pas? Alors, si vous produisez suffisamment de l'énergie, ça ne dérangerait pas quand il y a une bonne entente orientée, une partie au Burundi, une partie à la RDC, une partie en Tanzanie. Dès lors que c'est bien géré, il n'y a aucun souci. Je vous donne un autre exemple. Les pays développés, les pays de l'OCDE et tout ça, la majorité des pays développés, je peux dire sans me tromper, l'énergie utilisée dans ces pays développés, c'est à 70% de leur capacité de production, c'est d'origine nucléaire. Et donc, ils n'ont pas l'uranium. Mais l'uranium vient du Niger, de la RD Congo. Pourquoi? Bien sûr que nous tendons vers la réduction de l'utilisation de l'uranium. On veut de l'énergie propre. Mais ça ne nous empêcherait pas qu'on se dise, pour des industries lourdes, telles que la métallurgie, pourquoi ne pas les 4 pays du Forum international des Tanganyika réfléchir à construire des centrales nucléaires? Nous avons l'uranium. Produire une quantité de l'énergie pour qu'on se distribue les différents pays, pas gratuitement. Quand c'est dit distribuer, c'est-à-dire on alloue l'énergie, bien sûr que ce serait payant, par une structure supranationale qui réunit les 4 pays, mais on a de l'énergie sûre. Vous ne vous posez pas la question. Nous avons de l'énergie qui sort de Inga. Et c'est Inga qui doit fournir l'énergie dans les grands Katanga pour les usines minières. Mais regardez la distance. Bon, on ne va pas détruire ces lignes. Ces lignes peuvent servir à autre chose. Peut-être pour faire passer des fibres optiques. Et qu'est-ce qui va alimenter les grands Katanga? Les grands Katanga. Mais je dis ceci. Si aujourd'hui on décidait, les 4 pays du Forum international du Tanganyika, nous construisons 2-3 centrales nucléaires, nous avons l'uranium, on produirait de l'énergie de sorte que chaque pays membre pourra avoir dans l'allocation peut-être 20%, 25% de la production dans son pays d'origine, mais le 25% ce serait d'origine nucléaire. De sorte qu'on va allouer cette énergie d'origine nucléaire uniquement pour des industries lourdes. Parce que pour se développer, mettez-vous en tête, il faut accroître notre capacité dans les industries. Mais pour créer des industries, il faut de l'énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous interdirait d'avoir des centrales nucléaires pendant que les pays développés, je vous l'ai dit, ces pays sont développés parce qu'ils ont de l'énergie d'origine nucléaire, donc de l'uranium. Pourquoi pas nous qui avons l'uranium? Mais vous entendre parler un modèle économique vraiment séduisant. On se demande également la question de savoir pourquoi pas ces modèles économiques implémentés par la République démocratique du Congo, alors que vous avez occupé des postes décisionnels qui peuvent faciliter l'implémentation de ces modèles économiques? Non, je n'étais qu'un auxiliaire. Je n'étais qu'un auxiliaire, je n'étais pas dans un exécutif. Je n'étais qu'un conseiller. Et nous sommes arrivés. On a trouvé que la sphère politique était minée. Des collabos. Et il y en a encore des collabos. La même chose dans l'armée, la même chose dans les renseignements militaires. Dans la population, parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Ils n'ont pas le choix, ils acceptent d'être M23 parce qu'on me paye 200 000 francs congolais par mois. Question de survie, n'est-ce pas? Et vous pensez que c'est facile d'implémenter un modèle à ce moment-là? C'est difficile. Mais il faut d'abord nettoyer au Karcher.
Mais quand vous nettoyez au Karcher, c'est à ce moment-là qu'il faut implémenter. Alors que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Mais écoutez, vous pensez qu'en 6 ans, nous pouvons corriger les dysfonctionnements de 200 ans? Parce que je vous ai dit que le mal vient de l'État indépendant du Congo belge, le temps de Mobutu, le temps de Kabila. Et tout ça, vous voulez que ça change en 6 ans? Je ne pense pas. Ce serait de l'utopie. Mais il faut commencer. Il faut commencer à poser les jalons. Il faut commencer quelque part. Ce qui importe, c'est l'idée. Mais en 6 ans, on pouvait bien mettre en place ces modèles économiques. Mais en 6 ans, ce n'était pas assez pour nettoyer le mal qui gangrène la RD Congo. Okay. Vous voyez? Donc, il faut laisser le temps au temps. Si vous n'avez pas ces idées, vous allez demeurer toujours dans le même modèle. Demain, ce serait M24 si nous négocions aujourd'hui avec M23. Après demain, ce serait M25. C'est ce que je pense, ce serait une faute d'aller dans ce sens de dialogue. Ceux-là qui veulent le dialogue, bon, c'est leur droit. On ne peut pas les empêcher à ne pas réfléchir au dialogue. Mais nous sommes politiques. Il ne faut pas cracher sur nos vaillants combattants, les Ouazalendo qui se battent. Vous allez les dire replier parce que nous venons dialoguer. Puisque vous parlez de dialogue et que nous chutons également, on va appeler les chats par son nom. Il y a la CENCO et les CC qui ont déclenché cette démarche de dialogue. Ils étaient allés voir Corneille Nangaa, le M23, et ils ont pris l'avion pour le Rwanda, où ils ont quand même échangé également avec Paul Kagame. Est-ce que vous pensez que cette démarche de la CENCO va nous ramener la paix? Ça engage la CENCO. Ça n'engage pas la RD Congo. La CENCO, c'est catholique. Faites passer les micro-baladeurs au sortir de messe le dimanche. Demandez à tout chrétien catholique, êtes-vous d'accord avec la CENCO? Sur 10 personnes que vous allez questionner, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont dire oui. Les 8 autres, ils vont rejeter. Ce que fait la CENCO. Mais l'objectif, c'est la paix, c'est ramener la paix. Bon, divin, je vais vous dire une chose. Il y a un prêtre rwandais qui venait de déclarer Urbi Orbi que les territoires de Massissi, dans le nord Kivu, désormais, ça appartient au Rwanda. Et vous me dites que la CENCO veut nous demander à dialoguer. La CENCO, ils sont libres, mais ils n'ont pas le monopole de la sagesse. Ils n'ont pas le monopole de la sagesse. Mais ils peuvent penser dialogue. Mais qu'ils aillent déjà convaincre leurs amis prêtres du Rwanda, au lieu de déclarer qu'ils veulent annexer le Massissi au Rwanda, ils devaient leur dire: vous devriez avoir un ton non belliqueux. Vous êtes contre cette démarche de la CENCO? Ça ne m'intéresse pas, la démarche de la CENCO. Parce qu'ils sont libres de penser tel qu'ils veulent penser. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui importe, si aujourd'hui on devait passer à un référendum populaire pour demander à la population que voulez-vous, à plus de 90%, ils vont dire: nous préférons nous battre, je préfère mourir debout pour assurer le meilleur dans le futur plutôt que de me plier. Ce serait la honte pour notre pays. En tout cas, c'est ce qui résonne dans la tête des Congolais, on doit le dire comme ça parce que c'est une réalité. Mais Vital Kamerhe a également précisé que quand on parle de la paix, quand on veut la paix, on doit éviter d'abord les émotions, mettre de côté et chercher des voies qui mènent à la paix. Parce que les gens qui sont présentement, qui sont touchés de manière directe au Nord Kivu, au Sud Kivu également, au Bukavu, et veulent la paix. Quand les chemins se présentent qui peuvent vous amener vers la paix, il faut s'incliner. Vous partagez cette réflexion? Il faut se méfier, lire entre les lignes
de ceux-là qui parlent de la paix en ignorant que nous sommes en guerre et la guerre nous est imposée. La guerre s'est invitée. Chez nous, on tue les gens et vous voulez nous parler de la paix. Quelle paix? Les Rwandais viennent ici à la recherche des FDLR. Mais les FDLR qui sont entrés en 1994, en 1994, aujourd'hui ils ont quel âge? Ils sont tous vieux. Et ils sont où? Vous les reconnaissez comment? Ceux-là qui veulent la paix, ok, qui veulent la paix, mais ils ne peuvent pas imposer à la population, le peuple souverain, que nous ne pourrons nous battre parce que nous voulons la paix. La population veut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Évidemment, quand il y a la guerre, il y a des grabiges. Autant qu'il y ait des grabiges pour qu'il y ait la paix durable et que plus jamais les Rwandais viendra s'aventurer chez nous si une fois nous avons nettoyé au Karcher les collabos qui sont dans la société civile, dans l'armée, dans la politique, en instaurant un nouveau modèle économique dans la partie orientale. Les Rwandais ne viendront plus parce que sur le plan international, on l'aura isolé. Et dans la sous-région, on aura fait des alliances avec des vrais amis voisins. Et nous allons isoler les faux voisins qui restent dans leur coin. Au moins, on va se regarder en chaîne de faïence. Et c'est comme ça qu'il faut répondre. Méfiez-vous des gens qui viennent avec des paroles mielleuses. En réalité, ça cache beaucoup de choses derrière. Quand vous dites méfiez-vous, qu'on se méfie de qui? Des Camérés? De tous ceux-là qui viennent sans argument nous dire que la paix c'est la finalité. La paix, on l'aura quand on aura reconquis nos terres par la bagarre, par la guerre. Quand on vous prend des territoires par la guerre, on les récupère par la guerre. On ne les récupère pas par la prière. En tout cas, non. Vous pouvez prier du matin, midi, soir. Quand on vous attaque, Dieu ne va pas descendre pour combattre à votre place. Donc, épargnez-nous de ce discours. Ça n'a pas leur place aujourd'hui. Quand on aura bouté l'ennemi dehors, on parlera de la paix et des négociations directes, mais directes avec ceux-là qui décident et non les pantins. Comprenez que nous citons déjà, c'était votre magazine Tribune des 143. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau un expert en questions économiques et financières, Marcelin Biloba, avec qui nous avons développé tous les aspects sur la guerre de l'Est, et également il nous a démontré ici de manière pédagogique les vrais modèles économiques pour la République démocratique du Congo par rapport à son contexte. Comme nous chutons déjà, on va donner un mot de la fin. Marcelin Biloba, aujourd'hui, les pays d'agressés et agressés, des Congolais qui vivent ces affres de manière directe et indirecte, ceux qui sont d'abord à Goma, ceux qui sont au Sud Kivu également, à Bukavu, à Kavumu, à Calais, un mot à et ensuite à tous les Congolais, puis à la classe politique congolaise. Nous sommes de cœur avec nos concitoyens qui sont dans le nord Kivu ainsi que dans le sud Kivu. Nous compatissons à la peine, aux affres que vous subissez. Nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Mais la République ne va pas, en ce moment ici, vous abandonner. La République ne va pas reculer. On nous a agressés, on nous a imposé une guerre. Bravo aux FARDC. Bravo aux Wazalendo. Malheureux à tous ceux qui sont des collabos au sein de l'armée. Que le châtiment de Dieu qui voit tout puisse tomber sur vous là, les collabos. Tous les collabos
qui sont dans la société civile, dans les services de renseignement, militaires, dans la sphère politique, on finira par vous dénicher un à un. Et on va vous nettoyer au cachet. C'est ça qui permettrait que le pays soit, je dirais, délivré. Et j'encourage et je félicite notre ministre des Affaires étrangères qui n'arrête pas de parcourir le monde au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, pour faire entendre la voix de la RD Congo. Je félicite le chef de l'État parce qu'on a pu convaincre l'Union européenne à rompre l'accord minier qui est lié avec l'État voyou, qui est le Rwanda. Et donc, nous sommes de cœur avec vous. Le peuple finit toujours par gagner. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci Marcel Milomba d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, merci à vous également. Vous étiez nombreux à nous suivre. Tribune D143, c'est par ici que nous mettons un point final à ces numéros. Nous avons donc abordé la question sécuritaire et la République démocratique du Congo est touchée et tous les Congolais, les Guinois en particulier, sont de cœur avec nos concitoyens, avec tous les patriotes congolais. Les moments et à l'unité, et nous demandons à tous les Congolais de se serrer les coudes pendant cette période et de dénoncer, comme l'a dit ici Marcel Milomba, tous les traîtres qu'on peut facilement dénicher dans nos quartiers, dans nos rangs. Il faut les dénoncer et nous devons continuer avec ces efforts de guerre, à encourager surtout les autorités à aller toujours de l'avant pour mettre fin afin de retrouver la paix, mais la paix durable. Voilà, on s'est dit au revoir et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.